Au titre de ce qui domine l'actualité, la SICARE célèbre ses 40 ans d'exercice au profit de l'assurance et des assurés. Les acteurs du monde de l'assurance et de la finance et les actionnaires étaient présents pour cette célébration. 298 agents ont vu leurs efforts récompensés dans la gestion du patrimoine immobilier. Ils ont reçu leur diplôme d'honneur des mains de leur ministre de tutelle, Moussa Sanogo. Le comité national de la ZLECAf continue la sensibilisation des acteurs clés du secteur. Ce mercredi, c'était au tour des banques et des microfinances qui faisaient l'objet d'une sensibilisation. Bienvenue, Madame, Monsieur, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition sur Business 24 Africa. 40 ans au service du développement de l'assurance de la zone CIMA, 40 ans au profit de l'assurance et des assurés, 40 ans célébrés aujourd'hui devant les membres des 12 pays fondateurs, les acteurs du monde de l'assurance et de la finance ainsi que les actionnaires, le tout sous la présidence du Premier ministre de Côte d'Ivoire. C'est de la SICARE qu'il s'agit et je vous propose le compte-rendu d'Issa Badini, de Maru Seri et de Doumbia Ayuba. Un avenir ensoleillé pour ma nation, dit José. Mais ici, à l'auditorium du Sofitel Hôtel Ivoire, on aurait dit avenir ensoleillé pour la SICARE. C'est du moins le vœu de tous ici, à commencer par le Premier ministre Begré Mambé, à cette cérémonie des 40 ans d'anniversaire de la SICARE, qui fait des propositions quant à ce qui pourrait être les prochains défis de la compagnie commune de réassurance. Le premier défi, c'est le taux de présence de la notion d'assurance dans le tissu social africain. Peut-être qu'il serait temps d'encourager les assureurs à lorgner vers l'assurance logement. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, premier marché de l'espace CIMA, elle entend continuer à mettre à la disposition de la SICARE les commodités nécessaires à son développement. Elle fournira les efforts nécessaires en vue d'apporter l'appui que la SICARE est en droit d'attendre d'elle pour poursuivre sa croissance harmonieuse. Une nouvelle ère à partir de ces quarantenaires. À la SICARE, on ne doute point des capacités de la compagnie à voler encore plus haut au regard des résultats actuels. Dans les 40 ans, même je disais même dans 5 années même, nous voyons la SICARE être la structure, le leader de cette zone. Donc 40 ans, nous sommes aujourd'hui à 10 milliards, nous voyons au moins 30 milliards en résultat net. Voilà, et en chiffre d'affaires, bon là, n'en parlons pas. Puis nous sommes en 40 ans, nous sommes à 118 milliards, de 600 millions, nous sommes à 118 milliards. Il faut dire que dans 40 ans, on va se multiplier par 4, multiplier par 5. En effet, la SICARE en 2023, c'est de l'ordre de 117 milliards 500 millions de francs CFA de chiffre d'affaires contre 696 millions de francs CFA à sa création. 10 milliards de francs CFA de résultats nets et de 104 milliards de fonds propres pour 60 milliards de capital contre 600 millions de francs CFA au départ. Créée en 1981, la SICARE a démarré effectivement ses activités en 1984. 136 agents animent les 4 sièges régionaux et le siège principal basé à Lomé au Togo. L'ambition future, selon la présidente du conseil d'administration, c'est davantage de sièges régionaux pour plus de maillage du continent. Et toujours aux couleurs de cette célébration, je vous propose quelques réactions au micro d'Issa Badini. La SICARE, c'est une maison qui a grandi et qui est aujourd'hui sur la voie de la réalisation de la vision de ses pères fondateurs. Et quand vous regardez tout ce qui va être présenté, moi j'ai fait une conférence tout à l'heure sur les 40 ans d'activité de la SICARE, bilan et perspectives. Et je crois que j'aurai l'occasion de dire que la SICARE est sur la bonne voie et que les perspectives sont bonnes. Nous, en tant qu'acteurs des assurances, en tant que clients de la SICARE, mais en tant qu'actionnaires, c'est avec beaucoup de fierté que nous avons pris part à cette cérémonie. L'idée étant qu'ensemble, avec la SICARE et le secteur des assurances, nous puissions construire les nouveaux champs
de croissance pour l'industrie des assurances. Je voulais encourager l'actuelle direction générale à poursuivre cette œuvre commune pour que la SICARE demeure le leader de la réassurance au niveau de la CIMA, mais un acteur incontournable au niveau africain. Un parcours très élogieux, ça c'est bien, Mais il faut maintenant vraiment faire preuve de plus d'innovation, de plus de dynamisme et plus de sens commercial. Et surtout, améliorer encore davantage la solidité financière. Quand on fait 40 ans de parcours, avec un bon parcours bien sûr, avec les performances qui ont été présentées, je pense que le vœu, c'est de pérenniser ce parcours que nous avons et d'améliorer un peu les performances de la compagnie. C'était le commentaire de Michel Brault. Parlons finances publiques à présent. Le projet d'appui à la gestion économique et financière a initié en collaboration avec la Direction générale du budget et des finances le séminaire de formation des points focaux sur les indicateurs du cadre PEFA. Objectif, permettre une meilleure appropriation par les points focaux des structures impliquées dans l'évaluation des indicateurs du cadre de mesure de la performance et de la gestion des finances publiques du PEFA. L'évaluation du système de gestion des finances publiques de la Côte d'Ivoire est pour bientôt un événement dont la conduite a nécessité la formation d'une soixantaine de points focaux des structures impliquées. Durant 5 jours, ils se verront formés aux indicateurs du cadre programme de dépenses publiques et de responsabilité financière PEFA dans la ville de Grand-Bassam. À l'ouverture du séminaire, Lambert Bamba, coordonnateur du programme d'appui à la gestion économique et financière PAGEF et par ailleurs conseiller technique du ministre des Finances et du Budget, a expliqué que les indicateurs du cadre PEFA sont indispensables à l'évaluation de la performance des systèmes budgétaires. Le cadre PEFA, c'est un cadre qui a été élaboré pour essayer d'évaluer la qualité de la gestion des finances publiques dans l'ensemble des pays du monde. Donc, il y a un ensemble d'indicateurs précis avec des critères précis d'évaluation qui ont été élaborés, ce qui permet, lorsque l'exercice est effectué dans un pays, de voir à peu près à quel niveau il se situe par rapport aux autres pays. Représentant le Centre régional d'assistance technique du FMI pour l'Afrique de l'Ouest, Nabi Ouattara a assuré que ses équipes seront toujours aux côtés de l'administration ivoirienne pour l'appui dans la mise en œuvre des bonnes pratiques de la gestion des finances publiques. Je me réjouis que la cellule technique de coordination ait sollicité le Centre régional d'assistance technique du FMI pour l'Afrique de l'Ouest, Afritac-Ouest, pour délivrer cette formation. Cette sollicitation vient saluer le travail que l'Afritac de l'Ouest mène en matière de développement des capacités des administrations publiques de la région, en particulier dans le domaine de la gestion des finances publiques. Rappelons que ce séminaire se tient du 1er au 5 juillet dans la ville de Grand-Bassam. Il est organisé par le projet d'appui à la gestion économique et financière PAGEF, qui est lui-même un projet d'appui institutionnel du gouvernement ivoirien d'un montant de près de 16 milliards de francs CFA, financé par la Banque africaine de développement et l'État de Côte d'Ivoire. La reconnaissance du travail bien fait est une récompense souvent bien plus appréciée qu'un salaire. Ce proverbe a pris tout son sens lors de la cérémonie de distinction et de décoration des agents de la SONAPIE, Société nationale de gestion du patrimoine immobilier de l'État. 298 agents ont vu leurs efforts récompensés dans la gestion du patrimoine immobilier. Le témoignage de Zénab Dosso et de Doumbia Yuba. 298, c'est le nombre total des agents de la SONAPIE, Société nationale de gestion du patrimoine immobilier de l'État, qui ont été distingués et décorés ce mercredi 3 juillet au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan au nom du gouvernement de Côte d'Ivoire. Ils ont été distingués dans plusieurs catégories: grand or, vermeil et argent. Cette distinction marque la reconnaissance de leurs efforts consentis dans la gestion, la promotion et la préservation
du patrimoine immobilier en Côte d'Ivoire. Une mission qu'ils ont menée pendant 15 à 25 ans pour certains et 30 ans et plus pour d'autres. Ces heureux ont eu le privilège d'avoir reçu leur diplôme d'honneur des mains de leurs parrains, Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, et de Moussa Sanogo, ministre du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques, leur ministre de tutelle. Honorables invités, mesdames et messieurs, le travail bien fait procure la satisfaction de l'âme et la reconnaissance des autres. Cette reconnaissance des autres se traduit ce jour par la distinction de plusieurs valeureux travailleurs. À cet égard, chers agents de la SONAPIE, je voudrais saluer votre résilience et votre engagement. Le choix fait sur chacun de vous n'est pas le fruit du hasard, mais plutôt la conséquence d'un parcours professionnel empreint de sacrifices familiaux consentis qui doit inspirer bon nombre d'entre vous. Plus qu'une distinction, c'est surtout le challenge de plusieurs défis à relever dans l'exercice de leurs fonctions. Cela fait 28 ans que je travaille à l'Hôtel de la Paix. J'ai reçu aujourd'hui la médaille de vermeil qui montre que j'ai fait 25 ans de service. Donc c'est vraiment une joie pour moi. Après 23 ans de service, il faut dire que nous sommes très contents et qu'on ait reconnu notre mérite. Voilà, comme les ministres ont eu à le dire, il fallait se lever tous les matins pour venir travailler avec enthousiasme et ardeur. Pour rappel, une cérémonie de distinction et de décoration de 323 agents de la SONAPIE s'était déroulée le 19 juin 2024 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Au chapitre commerce international, le comité national de la ZLECAf continue la sensibilisation des acteurs directs ou indirects qui prendront part à la mise en place de ce marché de plus d'1 milliard de personnes. Ce mercredi, c'était au tour des banques et des microfinances qui faisaient l'objet d'une sensibilisation sur comment faciliter l'accès au financement des banques aux femmes et aux jeunes exportateurs. Nos reporters Philippe Zabo et Setekissi ont pris part au lancement de cet atelier. Les ateliers de la ZLECAf se suivent et se ressemblent sur un point, celui de la sensibilisation, bien que les acteurs diffèrent. Car pour le comité national de la ZLECAf, toutes les parties prenantes à la mise en place de ce marché doivent être au même niveau d'information et avoir les mêmes chances. Parlant d'égalité de chances, le comité national de la ZLECAf souhaiterait que les banques facilitent le financement des femmes et des jeunes. Cet atelier est très important et fondamental pour la Côte d'Ivoire, en ce sens que la Côte d'Ivoire étant engagée dans la ZLECAf, il est nécessaire que tous les acteurs soient sensibilisés, soient formés aux enjeux et aux défis de cette ZLECAf-là. Alors parmi ces acteurs-là figurent en bonne place les exportateurs et les institutions de microfinance et les banques. Donc il était important de pouvoir les former sur ces enjeux-là, de telle sorte que d'une part, les institutions de microfinance et les banques puissent développer des produits spécifiques. Le secteur financier fait partie des secteurs qui est libéralisé. Donc quand on parle de libéralisation, ça veut dire que la Côte d'Ivoire est ouverte maintenant aux institutions financières sud-africaines, marocaines, égyptiennes. Donc la Côte d'Ivoire pourrait accueillir toutes ces institutions-là. Donc c'est vraiment de donner l'occasion aux microfinances qui sont sur le territoire de vraiment prendre les devants et de discuter avec son secteur privé parce qu'ils se connaissent, ils cohabitent ensemble. Pour les représentants des banques et microfinances présents, le financement se fait déjà, mais le cadre juridique doit être amélioré. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ensemble du marché bancaire dispose d'offres à l'endroit de toutes les cibles de clientèle, donc des jeunes, des femmes, des entreprises. Et ce qui pointe, il faut dire, c'est les mécanismes de garantie. Vous comprenez que les banques prêtent de l'argent, c'est vrai, elles font des financements, mais sur la base de fonds qui ne sont pas les leurs. Donc, il faut par derrière garantir ces financements-là par certains mécanismes. Depuis 2020 jusqu'à ce jour, ce sont plus de 2 millions de parties prenantes qui ont été sensibilisées par le comité national de la ZLECAf.
L'atelier annuel du projet IT Côte d'Ivoire se tient du 3 au 5 juillet au plateau sous le thème « Développer des solutions de sciences des données pour atténuer les impacts du changement climatique sur la santé en Afrique ». L'objectif est d'améliorer la compréhension des interactions complexes entre la chaleur et la santé dans les villes africaines en prenant en compte les dimensions spatiales et démographiques et de contribuer à une avancée majeure vers le développement d'interventions. Eunice Bogou et Valentin Kra pour le point. Pendant 48 heures, des experts vont plancher sur la problématique de la chaleur dans les villes africaines, en particulier en Côte d'Ivoire. L'Organisation mondiale de la santé OMS prévoit que d'ici 2030, les vagues de chaleur feront près de 92 000 morts par an. L'Afrique subsaharienne étant l'une des régions les plus touchées, pour faire face à ce phénomène, un projet a été initié par un consortium de partenaires aux États-Unis et en Afrique, dénommé HE2AT. Il a pour objectif, entre autres, d'améliorer la compréhension des interactions complexes entre la chaleur et la santé dans les villes africaines. L'atelier permet de faire le point. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on a eu comme données? Est-ce qu'on a pu les travailler ou pas? Ce qu'on a demandé qu'on n'a pas pu avoir, pourquoi on ne les a pas eus? Ça, c'est un aspect. Le deuxième pilier de ce projet, c'est comment ces résultats peuvent aider les décideurs politiques depuis le niveau central jusqu'au niveau des communautés pour que les populations soient mieux protégées. L'université est l'université partenaire de ce projet, puisque c'est un projet qui a été monté dans le cadre d'un consortium. Et il y a des pays anglophones, des universités des pays anglophones comme les États-Unis, l'université de Michigan, d'autres universités américaines, des universités sud-africaines. Donc l'université de Franck Bali est la seule université francophone à avoir participé à l'appel à la candidature et à ce projet. Notons que le projet HE2AT a été initié par un consortium de partenaires aux États-Unis et en Afrique et est financé par le National Institute of Earth pour améliorer les compréhensions des interactions complètes entre la chaleur et la santé dans les villes africaines. Un mot d'agriculture. L'Agence belge de développement Enabel a initié ce 3 juillet l'atelier de renforcement de capacité et de durabilité des coopératives cacaoyères en Côte d'Ivoire pour l'amélioration des conditions de vie de leurs membres planteurs. Cet atelier vise à passer en revue les activités réalisées au cours de la première année de mise en œuvre du projet et de discuter des mesures à prendre pour améliorer les conditions de vie des acteurs de la production. Nous témoigne Michel Brou. 7 800 000 euros, soit plus de 5 milliards de francs CFA. C'est la valeur du projet de renforcement des capacités et de durabilité des coopératives cacaoyères en Côte d'Ivoire pour l'amélioration des conditions de vie de leurs membres planteurs. L'importance du projet a mobilisé l'ensemble des acteurs impliqués dans sa mise en œuvre autour d'un atelier de réflexion. Ces échanges ont consisté à présenter les résultats des travaux effectués dans le cadre du projet, les réussites et les défis rencontrés au cours de la première année. Les acteurs présents ont formulé des recommandations pour l'atteinte des objectifs définis. C'était le lieu pour les initiateurs et partenaires de souligner l'importance du projet pour l'amélioration des conditions de vie des producteurs. Notre rôle est de faire en sorte que les producteurs de cacao à la base puissent répondre à la demande mondiale de cacao et des produits à base de cacao en en tirant un revenu digne et avec des conditions de vie qu'on soit considérées décentes et durables. Nous appuyons l'Agence belge de développement pour qu'elle donne les outils nécessaires aux coopératives pour produire un cacao durable, rémunérateur et conforme aux exigences ivoiriennes et européenne en matière de durabilité. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe en termes d'exigences des consommateurs européens, il convient d'accompagner les petits producteurs, leurs organisations, pour être plus professionnels, pour faire face à ces enjeux. Donc c'est pour cela que le Conseil associe son image, s'associe à ce projet. Le projet de renforcement des capacités et de durabilité des coopératives cacaoyères en Côte d'Ivoire pour l'amélioration des conditions de vie de leurs membres planteurs a démarré le 1er septembre 2022.
Il est mis en œuvre par l'Agence belge de développement et bénéficie du financement de l'Union européenne. Le SYNESI, entendez Syndicat national des enseignants du second degré de Côte d'Ivoire, a animé une conférence de presse ce mardi à son siège d'Abidjan. Au menu de la rencontre avec les hommes de médias, le contenu d'un courrier qui demande la liste des enseignants absents aux examens à grand tirage. Ce courrier est diversement interprété et pour le SYNESI, c'est certainement pour des sanctions à l'égard de ces syndiqués absents. La fêtière des enseignants brandit elle aussi sa menace, un coup de marteau sur la trêve sociale si ses membres étaient sanctionnés. Nous vous proposons un extrait de la déclaration de son secrétaire général, Ekoun Kwasi. Nous nous sommes réunis et appelés la presse pour signifier à l'opinion nationale et publique que le SYNESI proteste contre une telle façon de faire. Le SYNESI estime que l'objet réel de cette note de service est de sanctionner nos camarades qui se sont absentés. Le SYNESI donc aurait souhaité que M. l'inspecteur général puisse appeler les organisations syndicales, puisque nous sommes dans un dialogue social, et de leur demander les raisons des absences de plus en plus constatées lors des examens à grand tirage. Pour le SYNESI, ces raisons sont multiples. Mais l'essentiel, c'est l'insécurité totale lors des examens à grand tirage. Une insécurité totale dans les centres d'examen. Souvent, nos camarades sont victimes dans les centres d'examen d'agressions physiques ou verbales. Les cas sont légion. Nous avons souvenance qu'en 2022, à la surveillance, en pleine salle de composition, un de nos camarades a été victime d'une agression en recevant sur son crâne une bouteille. Quand il s'est réveillé, il était à l'hôpital. Il y a d'abord l'insécurité. Il y a le fait que nos camarades se déplacent avec leurs propres moyens. Il y a le fait que la surveillance n'est pas payée. Il y a aussi le fait que les primes sont payées à des dates incertaines. Ça, il faut que l'opinion publique le sache et comprenne que les cas d'absence ne sont pas du fait de l'enseignant, mais plutôt de l'administration qui ne met pas les moyens, qui n'assure pas la sécurité des enseignants. Le SYNESI proteste vigoureusement contre cette décision et la rejette. Le SYNESI souhaite que nous restions dans le cadre du dialogue social, que nous cherchions à trouver des solutions par le dialogue. Mais si d'aventure des sanctions sont prises par l'inspecteur général, comme nous l'avons dit, ce serait le coup du marteau pour la rentrée scolaire 2024-2025, qui consiste pour nous, si des sanctions sont effectivement prises, nous aussi, allons devoir prendre toutes les dispositions pour que les camarades soient rétablis dans leurs droits. Et pendant la direction de Yamoussoukro, la capitale politique, en prélude de l'Assemblée générale élective de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI, qui va tracer l'avenir de cette fêtière, elle a initié un séminaire de renforcement de capacités pour permettre aux maires d'avoir les acquis sur plusieurs thématiques, à savoir les thématiques de l'état civil, de la salubrité, sur les questions de l'environnement et la mobilisation des ressources. C'était à Yamoussoukro, le point avec Charles Kouakou, commenté par Pierre Tebeu. C'est au total 230 personnes, dont 201 maires élus, 20 équipes de formation et 6 administrations de l'UVICOSI qui se sont réunies pour cette formation. L'objectif était de fournir aux nouveaux maires élus les outils, connaissances et rudiments pour une bonne gestion de leur commune. Plusieurs thématiques étaient abordées. Il s'agit de maîtriser l'état civil. Il s'agit de se projeter sur la question épineuse du changement climatique qui aura une incidence particulière sur le développement de notre pays et de nos communautés. Il s'agira pour nous aussi de comprendre le rôle que peut jouer le Parlement, à savoir l'Assemblée nationale et le Sénat, dans la consolidation des acquis de la décentralisation. Et comme nous ne pouvons pas construire le développement dans nos cités sans les partenaires techniques et financiers, nous avons voulu aussi avoir des échanges sur les expériences vécues avec le PNUD, avec la BAD et avec tous ces partenaires qui soutiennent l'UVICOSI et qui nous accordent leur confiance.
Les participants se réjouissent de cette belle initiative car cela leur permet de mieux appréhender et transmettre ce qu'ils auront appris tout au long de leur mandat. Merci au président d'Aopoulin, parce que c'est une bonne chose pour nous de venir se former sur les actes de naissance, sur l'état civil. C'est vraiment important et nous sommes fiers d'être là pour apprendre. Je voudrais vraiment féliciter le bureau de l'UVICOSI et puis me réjouir de cette forte participation des maires. Rendez-vous est pris le 5 juillet pour l'Assemblée générale élective de l'UVICOSI. L'ONG aide et soutient aux femmes et aux enfants vulnérables et la Fondation Serge Gbata ont donné la joie aux handicapés et aux enfants vulnérables. Ils ont organisé dans la cour du Centre des métiers artisanaux de Data à Divo, dans la région du Lodibois, le Festival des handicapés. C'était en présence des autorités administratives, politiques et coutumières et des parents des enfants vulnérables. Le point avec Jonas Zaboki, Djekou de Silva, commenté par Konena Nourgo. Nous sommes dans la cour du Centre des métiers artisanaux de Data à Divo dans le Lodibois. Ce jour est un grand moment pour les handicapés, les femmes et les enfants vulnérables. Devant les autorités, notamment le préfet Lassina Binaté de Lakota, représentant le préfet, les handicapés à travers ce festival ont montré leur savoir-faire. Concours culinaires, sketch pour montrer leur talent d'artiste, prestations de différentes communautés vivant à Divo. Pourquoi les handicapés? Parce que pour nous, membres de l'ONG Assofeb, l'handicap, nous sommes tous des handicapés en souci. Donc pourquoi ne pas tendre la main à son prochain? Il n'y a pas que le handicap visuel qui existe, nous avons aussi des handicaps. Nous avons des handicaps, on connaît des personnes qui n'arrivent pas à s'assumer. Ça, c'est un gros handicap. Il y en a aussi qui n'arrivent même pas à lire. Ne pas savoir lire, c'est un handicap. C'est pire que quelqu'un qui est aveugle et qui est doctorant. Nous voulons, à travers cet événement, inviter la communauté tout entière, mais les handicapés en particulier, pour leur faire part d'un message qui n'est autre que de laisser derrière eux la mendicité. Autre temps fort de ce festival, l'exposition des objets tissés à la main par les handicapés. Il s'agit des colliers, des pullovers pour enfants et tout autre objet décoratif. Des œuvres d'art qui ont édifié les autorités et les participants de ce festival. Au terme de ce rendez-vous culturel, les handicapés de Divo, dans la région du Lodibois, ont démontré qu'ils peuvent contribuer au développement de leur cité tout en refusant la politique de la main tendue. Ils viennent ainsi de donner une véritable leçon de morale à de nombreux handicapés qu'on retrouve dans toutes les rues partout en Côte d'Ivoire. Le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, en partenariat avec l'Université polytechnique de San Pedro, a procédé au lancement officiel du colloque scientifique autour du thème « L'Afrique, l'ère de l'intelligence artificielle, enjeux et défis pour un développement durable et inclusif ». Ce rendez-vous se tiendra du 6 au 9 mai 2025 avec pour objectif de favoriser une réflexion approfondie sur la manière dont l'Afrique peut tirer parti de l'intelligence artificielle pour un développement durable et inclusif. Les détails dans le récit de Konena Nourgo. C'est un colloque scientifique international qui se veut un lieu de rencontre et d'échange entre les intervenants venus d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et d'Asie. Il vise à faire l'état des lieux des connaissances sur l'intelligence artificielle dans le monde en général et en Afrique en particulier, et ce, dans les domaines spécifiques. Il est organisé par le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, FONSTI. Pourquoi ce colloque? L'objectif de ce colloque, c'est de rassembler des intellectuels, des chercheurs, des hommes politiques, des membres de la société civile, du secteur privé ivoirien, pour réfléchir ensemble sur la contribution de l'intelligence artificielle au développement durable et inclusif de notre pays. Donc, il est important pour notre pays donc, de maîtriser cette technologie
donc de renforcer les capacités locales donc, par rapport à cette technologie. Cette rencontre qui se tiendra du 6 au 9 mai 2025 sera axée entre autres sur l'intelligence artificielle, l'éducation, formation et recherche, l'économie, la santé, la gouvernance ou encore l'environnement. Pour nous, c'est vraiment une très belle opportunité. C'est une discipline qui se retrouve quasiment dans tous les secteurs dans lesquels nous formons. Venir organiser un colloque relatif à l'intelligence artificielle à l'Université Polytechnique de San Pedro est vraiment un choix pertinent. Là, nous allons échanger sur cette thématique qui va rassembler quatre catégories donc de participants, notamment les invités spéciaux. Soulignons que l'intelligence artificielle est un procédé logique et automatisé reposant généralement sur un algorithme et en mesure de réaliser des tâches bien définies. Elle est aussi considérée comme un ensemble de théories et de techniques développant des programmes informatiques complexes capables de simuler certains traits de l'intelligence humaine. En images pour terminer, en Zambie, la Banque mondiale a approuvé une subvention de 207,6 millions de dollars en faveur de la lutte contre les impacts socio-économiques de la sécheresse. L'enveloppe qui proviendra pour l'essentiel de l'Association internationale de développement permettra d'apporter une aide financière d'urgence à plus de 1,6 million de ménages dans 84 districts touchés par la sécheresse sur une période de 12 mois. Et c'est sur cette note que nous mettons un terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Business 24 Africa.